a une petite contrainte sur la table ronde suivante et c'est moi qui vais rester sur scène puisque j'ai la chance d'animer le prochain échange. Il porte sur ce que l'Union européenne elle-même appelle le tsunami réglementaire, EUDR, CSRD, ESPR, DPP. Derrière tout cette avalanche d'acronymes se cache en réalité une mutation profonde, celle d'un commerce qui doit désormais prouver, tracer et rendre visible sa durabilité. Sans donner pas de salut, et même plus loin, sans langage commun entre tous les acteurs de l'écosystème, pas de transition possible à l'échelle. C'est sur ce sujet que nous allons questionner nos prochains intervenants. Et j'appelle tout de suite sur scène Laura Martinez-Gomez pour Nestlé France, Hélène Valade pour LVMH et Lors, Bertrand Swiderski pour Carrefour et Cédric Lécollet pour GS1 France. Merci à tous les quatre d'être avec moi sur scène pour ce sujet ô combien complexe. Je présente rapidement le tour de table. Laura, vous êtes Chief Digital Officer et Head of IT de Nestlé France. Donc vous gérez tous les applicatifs du marché France ainsi que la transformation digitale de Nestlé. Hélène, vous êtes Group Environment Development Director chez LVMH, mais aussi présidente de l'ORS, observatoire qui aujourd'hui accompagne les entreprises françaises et européennes sur les grands cadres réglementaires. Bertrand, directeur RSE du groupe Carrefour, également président de Périfem, Fédération technique du commerce et de la distribution. Vous nous donnerez la vision distributeur, mais aussi la voix de l'écosystème. Et enfin, Cédric, vous êtes directeur commercial et filière chez GS1 France, l'organisation qui conçoit avec ses adhérents internationaux depuis 50 ans les standards utilisés par toute la chaîne de valeur, donc identifiant produits, code barre, données standardisées, et vous nous aiderez à comprendre comment la standardisation aujourd'hui est une condition de réussite du sujet que nous allons traiter. Je me permets par avance de nous excuser auprès de l'auditoire, mais au regard du gros retard que nous avons pris pendant toute la journée, nous devrons libérer Hélène à 16h30 qui partira le plus discrètement possible de la scène. Voilà. Alors, on va commencer rapidement. Donc, on a parlé d'acronymes, on a parlé de tous ces textes qui arrivaient en avalanche. Cédric, est-ce qu'on peut faire un point rapide déjà, avant de se questionner sur la contrainte de ces lois, déjà comprendre de quoi il est question? On est interchangeable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, j'ai le plaisir avec la table ronde d'ouvrir ce débat-là autour des enjeux réglementaires pour un commerce plus durable. Et donc je vais avoir, dans les quelques minutes qui viennent, le privilège de vous décrire quelques grandes réglementations que l'on a voulu mettre aujourd'hui sur la table, sans être, pour la part de GS1, des experts réglementaires et encore moins des lobbyistes. Nous sommes là depuis 50 ans pour créer les standards du commerce, GenCode, EAN et autres, vous connaissez ça puisqu'on est le standard du retail au niveau international. Mais là, le sujet qu'on voulait mettre en avant, c'est comment ces enjeux réglementaires, qui sont à la fois extrêmement fluctuants, je crois qu'on va avoir un enjeu autour de la table de parler de choses qui ne sont absolument pas claires. Et pour autant, c'est essentiel pour vous que vous preniez bien la mesure de tout ça. Donc je prends ces précautions oratoires pour vous décrire ces enjeux-là, donc autour de ces trois réglementations, donc la déforestation, la CSRD, le SPR pour Eco-Design for Sustainable Product Regulation, mais on va surtout mettre en avant une composante de celle-ci qui est le Digital Product Passport. J'y reviendrai juste après. Mais ce qui est très important pour GS1, c'est nous qui opérons les standards de la supply chain, c'est comment est-ce qu'on va faire évoluer notre système de langage commun, comme vous le disiez, autour de ces enjeux réglementaires. Et surtout plus environnementaux. Donc si on rentre un tout petit peu dans le détail des trois réglementations, donc je vais commencer par la déforestation. Le UDR, exactement. Voilà, le UDR. La déforestation, c'est une réglementation qui date, qui a pour vocation de mesurer notamment les impacts des matières premières qui entrent en composition des produits de mes collègues de la table ronde. Et ce qui va être très important, c'est avoir la capacité, par la donnée, d'objectiver, d'apporter la preuve que la matière première que je viens d'utiliser ne provient pas d'une zone déforestée.
Donc il y a des règles. C'est au-delà, à partir du 1er janvier 2021, il ne faut pas que votre matière première provienne de ces zones déforestées, le 31/12/2020 pour être plus précis. Et ce qui est très intéressant dans cette réglementation, c'est qu'il va falloir que les entreprises les suivent, non pas uniquement à la maille du produit, mais aussi à la maille du lot, puisque en fonction des provenances des matières premières, en fonction des lots de production, les choses évoluent. Donc il va falloir qu'on apprenne à gérer des données à cette maille de lot, et c'est pas une sinécure. Si on progresse et qu'on va dans la deuxième qu'on a décidé d'illustrer, la Corporate Sustainability Reporting Design, et vous en parlerez juste après. Là, l'enjeu, c'est la capacité pour les entreprises, au travers de ces reportings, c'est d'objectiver leur empreinte carbone au sens large, avec un défi très particulier au-delà des scopes 1, 2 et 3. C'est en particulier notamment le scope 3, puisque les entreprises doivent s'interconnecter avec leur amont pour mieux objectiver, notamment par la donnée, l'ensemble de leur empreinte, pour notamment leur reporting. Et là, l'enjeu que l'on va avoir adressé, c'est dans ces logiques d'écosystème, écosystème par écosystème, les données à des mailles d'entreprise, de portefeuille, voire de produits. Mais là aussi, on est au début d'une longue histoire, parce que mettre tout ça en données, ça ne sera évidemment pas difficile. Et évidemment que GS1 sera là pour vous accompagner. Et enfin, si je vais sur la troisième, j'essaye aussi d'aller assez vite, l'ESPR, donc Eco Design for Sustainable Product Regulation, c'est certainement l'une des réglementations les plus complexes, parce que même si elle a été votée, rien n'est clair, notamment quant aux applications sectorielles. L'ESPR et son volet Digital Product Passport, ça a pour vocation d'aider le consommateur à avoir des choix éclairés quant à son produit. Et surtout, cette réglementation-là, elle est, je l'appelle souvent au sein de GS1 France, la méta-régulation. C'est parce qu'elle va concerner l'ensemble des filières, l'ensemble des produits du monde vendus en Europe, à l'exception du food et de la santé, qui ont leur propre réglementation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est écosystémique et qui va concerner énormément de catégories de produits, avec, dans les années qui viennent, une forme de phasing qui vont être clarifiés par filière, avec des actes délégués, ici dans la cosmétique, là dans le Modelux, là dans l'électronique. Mais en tout cas, on a la vertu d'avoir une espèce de phasing qui vont dire comment ces réglementations vont être implémentées, si elles sont définitivement votées par les écosystèmes. Donc ces trois réglementations sont trois parmi un train de réglementation, un tsunami, comme vous disiez, et c'est un mot de l'Europe. Et surtout, elle participe d'une vision, et je m'arrêterai là-dessus pour vous redonner la main, mais elle participe d'une vision de l'Europe à 2050 d'être le premier continent à être décarboné. Et voilà, donc ces réglementations-là, elles donnent une mire, elles stressent énormément, c'est beaucoup de complexité pour les entreprises. Et GS1 est là pour, avec ses acteurs, avec ses adhérents, comprendre ensemble, anticiper et voir comment est-ce qu'on peut se préparer en termes de données. Et je vous repasse la main. Exactement. Vous avez à vos côtés des entreprises qui ont effectivement, par l'application de ces lois, connu des conséquences, et il y a un impact pour chacune de ces entreprises. On va commencer par la déforestation. Laura, Nestlé est concernée de manière très directe. Racontez-nous comment s'est passé, effectivement, comment vous avez travaillé la préparation de cette réglementation. Donc, une réglementation très importante pour Nestlé, parce qu'elle va impacter ou traiter sur des produits qu'on va importer la première fois dans les continents européens. Et il faut démontrer et faire la suivi qu'ils proviennent des zones qui n'entraînent pas de la déforestation. Comme Cédric l'a expliqué, donc pour nous, vous l'aurez compris, c'est les cacao et les cafés, deux ingrédients très importants pour notre produit. Donc nous, on est moteur pour l'implémentation de ce type de législation, parce qu'on a toute une stratégie qui contribue à nos enjeux RSE pour travailler sur pas la déforestation des territoires. Donc on s'est mis tout de suite en hors démarche pour pouvoir être compliant à cette loi, et on a fait des tests, et on est prêt pour y aller, avec une certaine incertitude sur comment ces réglementations évoluent. Parce qu'il y a les grandes entreprises, les petites entreprises, et des enjeux qui sont différents. Et vous l'aurez compris, il y a énormément
des data qu'on va envoyer au système de l'Union européenne qui entraîne une masse de volumes compliqués à traiter et qui entraîne une certaine complexité. Donc il y a des allers-retours sur cette loi et aujourd'hui on est encore en train de voir à quel moment on va devoir y aller et comment on va les faire nous les grands groupes et les petits groupes. Et ce qui est important à tenir compte, c'est vraiment, pour nous c'est une opportunité pour mettre en valeur et un catalyseur sur tous les travaux qu'on fait sur la partie stratégique, mais il faut se mettre en heure de marche bien en avant parce que c'est complexe par rapport au système et qu'on se prépare pour tout cet envoi d'informations. Alors chez Carrefour aussi, Bertrand, vous êtes prêt sur le sujet des déforestation? On est prêt. Et le premier point, c'est qu'on est prêt et ça a nécessité beaucoup de tech. C'est-à-dire que la RSE que l'on faisait avant, c'était demander à nos fournisseurs, est-ce que vous avez mis en place des choses pour lutter contre la déforestation, le soja au Brésil, le cacao, le café, on a entendu Nestlé, etc. Ça, c'était avant. Et ce qui s'est intégré, ce qui a changé, c'est qu'il y a de la tech maintenant. Hein, il y a beaucoup de tech qui a dû être mise en œuvre. On a essayé de mettre de la blockchain, nous, en place. On a essayé beaucoup de choses parce qu'évidemment, on a beaucoup d'innovations à proposer pour faire qu'un producteur de soja au fin fond du Brésil puisse avoir un stock de soja qui va réussir à traverser l'Atlantique, qui va réussir à avoir son passeport, entre guillemets, qui va être massifié dans des grands containers et qui va enfin arriver à alimenter une poule dans le centre de la France. Donc ça, c'est déjà une innovation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut se dire que ce type de législation, c'est en fait mettre tout le monde au même niveau. En fait, l'idée, c'est que tous les acteurs, qu'ils soient des distributeurs, des industriels, on a tous un langage commun. Ce langage commun, c'est cette conformité à l'EUDR. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'il n'y a rien de plus vexant et démotivant de savoir que son concurrent n'est pas soumis, alors que vous l'êtes. Et une réglementation européenne de ce type-là, c'est quand même se dire qu'on est tous sur un pied d'égalité. Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes sur un pied d'égalité, vous pouvez penser à autre chose pour aller au-delà. Et ça vous fait, c'est un peu comme si c'était un escalier, vous franchissez une étape, tous ensemble, et après vous en franchissez une dernière. Ça, c'était mon deuxième point. Et le troisième point, on est prêt, mais franchement, quand on entend l'Europe nous dire qu'il décale d'un an, on a juste envie de se dire que tout ça pour ça, quoi. Hein, on a envie de se dire qu'on a besoin de politiquement rester tous centrés sur l'objectif qui est de lutter contre la déforestation. Et on a tous besoin d'avoir des certitudes. La réglementation, quelle qu'elle soit, elle doit nous donner de la solidité pour voir où on va, pour nous donner de la perspective, etc. Et ça, c'est un peu ce que l'on demande du rôle des politiques, et notamment de l'Europe. Merci Bertrand. Hélène, on souhaitait vous interroger plus spécifiquement sur le texte du CSRD. Voilà, donc savoir comment vous, puisqu'on a examiné la mise en place de ces textes dans 2 entreprises, comment s'était passée la préparation de l'application du CSRD? Alors, la CSRD, c'est comme ça a été expliqué tout à l'heure, une directive de reporting qui est donc très différente des autres réglementations dont on parle, qui s'appliquent à des produits ou à des filières. Et donc là, cette directive CSRD, c'est au fond rendre compte du fait que la performance d'une entreprise, elle est autant extra-financière que financière. Et donc, c'est être en capacité de mettre sur la table, si je puis dire, des données robustes, rigoureuses, comme peuvent l'être celles de la finance, et qui renvoient à l'empreinte environnementale, sociale, sociétale de l'entreprise. Ça n'a pas été simple. Vous avez tous entendu parler de ce retour en arrière sur la CSRD, c'est-à-dire que les entreprises de la vague 1, en gros, les grandes entreprises vont continuer à devoir rendre compte de cela. Lorsque les entreprises de plus petite taille auront davantage de temps pour le faire. Et il y a une chose qui a été abandonnée et que je trouve d'ailleurs assez préjudiciable pour les autres réglementations, c'est que l'approche sectorielle de cette directive, qui consistait à dire toutes les entreprises du luxe, toutes les entreprises de la grande distribution ont des sets d'indicateurs communs, tout ça ne va pas se mettre en place. Bon. Donc, dans ce contexte-là, où tout est un peu compliqué, où le risque, c'est d'être à la fois
plus royaliste que le roi, si vous me permettez cette expression, ou à l'inverse, beaucoup moins disant que ce qu'attendent nos clients. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont importantes, si vous voulez bien que je les dise maintenant, parce qu'elles me tiennent à cœur. La première, c'est, au-delà de la réglementation, savoir ce qu'on veut par rapport à nos chaînes d'approvisionnement, par rapport au fait qu'on travaille tous avec des fournisseurs et que donc il faut qu'on soit en capacité de savoir ce qui se passe entre un champ de rose pour moi ou un champ de coton et ce qui va se passer dans la boutique. Pourquoi c'est important d'avoir cette traçabilité-là? Parce que nos clients le demandent. Cette idée de transparence, cette idée de connaissance de la traçabilité, elle est de plus en plus forte chez nos clients. Donc c'est la première raison pour laquelle il faut aller dans ce sens-là. La seconde, c'est que tout ce qui relève de ces problématiques de traçabilité, parce que c'est bien ça qu'il y a derrière, permet d'incarner nos politiques de développement durable. Si je décide, par exemple, de ne plus aller sourcer dans un pays où il y a du stress hydrique ou de la déforestation, d'une certaine manière, j'incarne une politique qui peut faire de la différence avec mes concurrents. Et en plus, je rassure mes consommateurs sur l'origine de ces produits. La troisième chose, c'est que c'est pas mal d'avoir un temps d'avance sur un certain nombre de sujets. Et donc, ce Digital Passport Product dont on a parlé tout à l'heure, on a commencé à le mettre en place pour certains produits et certaines de nos maisons. Et c'est vrai que ça renvoie à des attentes de la part du consommateur et peut-être que c'est aussi le début d'une nouvelle expérience client que l'on peut construire grâce à de l'information. L'information, chez nous, ça veut dire aussi l'information sur un héritage, l'information sur un patrimoine, et être en capacité de le mettre en scène via ce type d'outils est extrêmement important. Pour tout ça, et je te rejoins Bertrand, on a besoin de tech, au sens où on a besoin de nouveaux outils. On a besoin de parler en effet un langage commun à l'intérieur d'un même secteur. Moi, chez LVMH, j'ai à la fois la fashion, le parfum et cosmétique, montres et joaillerie, etc. Donc, dans chacun de ces streams, j'ai besoin en effet de langage commun pour être en capacité de dire ces informations, ces indicateurs ont été calculés de la même façon avec l'ensemble de mon secteur et auprès de nos fournisseurs. Donc, ce qui est primordial pour moi, c'est d'embarquer l'écosystème dans des discussions, dans des consensus pour y arriver. Juste, et je finirai là-dessus, une spécificité du secteur auquel j'appartiens, c'est comment qualifier la durabilité de nos produits du luxe. Vous savez qu'on ne jette pas un sac qu'on a acheté chez Louis Vuitton ou Dior. Mais très bien, mais comment aller rendre compte de cette qualité intrinsèque du luxe qu'est la durabilité? Donc ça renvoie derrière à des critères qui ne sont pas vraiment simples, sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Donc moi, j'appelle au fond à un grand dialogue fournisseurs, providers d'outils, secteurs, entreprises d'un même secteur, pour arriver à se mettre d'accord sur un set d'indicateurs et des outils communs, et derrière surtout éviter la fatigue fournisseur, parce que ce sont les fournisseurs qui vont nous apporter toutes ces datas. Et si on ne leur simplifie pas la vie avec des définitions communes, des critères communs, alors franchement, on aura raté quelque chose. Non, mais moi, si je peux ajouter sur Hélène, Hélène le mentionne très clairement, la position du client. Enfin, en fait, quand toute notre énergie est drivée par la réglementation, c'est sûr qu'on n'a pas une baisse de motivation, mais on le fait parce qu'il faut le faire. Par contre, quand on a le client qui est avec nous, quand on a un client qui en effet veut des sacs qui soient durables et que nous on a la data à lui donner pour que le sac soit durable, en fait on emmène toute l'entreprise. On n'emmène pas que ceux qui sont là pour la conformité, on emmène la boîte complète. Quand on veut savoir d'où vient le produit, quand on veut savoir l'origine, etc., on est motivé par le client. Et quand même dans une entreprise comme nous, dans le retail, le client c'est le roi, c'est le patron. Et donc et plus on va avoir cette demande client qui va s'affiner, plus ça va nous tirer vers le haut, bien plus que la réglementation. Et je dirais que notre job à nous, dans les métiers de la RSE, c'est d'aller au-delà de la réglementation. Et ce qu'on attend un peu de la tech, puisqu'on est quand même ici à Tech for Retail, ce qu'on attend de la tech, c'est de venir nous apporter des solutions qui vont au-delà de la réglementation, mais qui correspondent aux attentes du client, du consommateur final. Ce que je veux juste ajouter,
si on vient nous dire ce sont des certifications, des systèmes de labellisation, etc. Non. L'avenir demain, avec la tech, c'est la réalité de la donnée. Une donnée animée, une donnée qui nous donne en temps réel d'où vient notre bouteille, d'où vient notre produit, d'où vient notre sac, etc. C'est là où la tech, elle a tout son rôle, hein, c'est de servir le client sur ce que lui, il nous demande. D'où vient, mais aussi son empreinte environnementale, hein. Et c'est ça la grande nouveauté de toutes ces réglementations, c'est on connaissait cette demande de l'origine d'un produit. Mais là, on ajoute quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est voir à notre client l'empreinte environnementale d'un produit donné. C'est vraiment ce dont on parle, hein. Et de l'objectiver tout ça par la data. Merci beaucoup Hélène pour le propos, parce que c'est bien l'essence même de GS1 que de réunir des acteurs d'un écosystème pour convenir ensemble d'un langage. Le langage, c'est la première des technologies inventées par l'homme. Donc si on n'a pas de langage entre nous, on n'arrivera pas à se comprendre pour raconter ces histoires de durabilité pour son consommateur final. Et aussi, s'agissant du DPP, c'est qu'il faut qu'on pousse les produits dans ces logiques de produits à plusieurs vies. Alors évidemment, ça ne concerne pas l'alimentaire, mais sur des produits de textile, de la mode ou de l'électronique ou autre, l'enjeu du DPP, il est d'être capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du produit pour déjà mesurer un certain nombre d'empreintes carbone, notamment à son arrivée en Europe par exemple, mais surtout suivre ce produit un peu comme le carnet d'entretien de votre voiture tout au long de son cycle de ses vies, parce qu'il y a un enjeu dont on ne parle pas ici au travers des réglementations, c'est aussi l'enjeu de souveraineté. Nous allons manquer de matière, de l'abondance à la pénurie, ce n'est pas quelque chose de vain, donc il va falloir qu'on arrive, une fois qu'on a récupéré de la matière, à la recycler, la réemployer, la réutiliser, la remanufacturer, pour refaire des produits et engager aussi le consommateur là-dedans. Donc, s'agissant du DPP, il y a deux dimensions que je voudrais vous expliquer. C'est que c'est une réglementation qui est cross-sectorielle. Et c'est ça qui donne la pertinence de la nécessité d'un langage commun, c'est qu'il y aura, et c'est un tout petit peu technique, ce qu'on appelle un DPP système, une espèce d'infrastructure de partage et de structuration de la donnée qui permettront à tous les acteurs de toutes les filières de s'échanger de la donnée. Ça, c'est le DPP système et c'est en train d'être normalisé au niveau du CEN, CENELEC, l'AFNOR européen. Et ensuite, et c'est là, et ça c'est immédiat, c'est dans les mois qui viennent, et le gros sujet à venir, c'est les DPP data par filière, parce que les filières sont différentes, les exigences ne sont pas de même nature, et donc il va falloir que par acte délégué, dans les mois qui viennent, l'Europe clarifie son exigence et les entreprises de se préparer, parce qu'une fois que les actes délégués sont posés, il y a 18 mois d'enjeu pour les entreprises de se conformer. Donc c'est essentiel d'anticiper ces travaux réglementaires. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Bertrand, qui disait, en fait, si on se trompe peut-être de prisme, si on regarde ça sur le sujet de la contrainte réglementaire, effectivement, on se fait un peu plomber. Le travail de la donnée peut apporter d'autres choses. Hélène, vous le disiez aussi en préparation, vous disiez, nous, on va peut-être pouvoir inventer d'autres, enfin, en tout cas, raconter les histoires. On va peut-être pouvoir nous raconter différemment grâce à la donnée. Est-ce qu'on peut un peu creuser ce sujet ? Non ? Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen de réinventer une expérience client à partir de l'histoire d'un produit, de ses composantes, de retracer le parcours, le voyage de cette donnée, le patrimoine que ça a considéré, l'héritage, etc. Nous, dans les vins et spiritueux, y compris dans parfums et cosmétiques et dans montres et joaillerie, c'est évidemment ça qu'on peut envisager de faire, d'où l'importance de rester à l'intérieur d'un même secteur. Vous savez, on a déjà un certain nombre de passeports digitaux mis en place, notamment pour certaines marques en fashion, pardon. Pareil en montres et joaillerie. On travaille avec quelque chose qui s'appelle le consortium blockchain, Aura, où on s'est mis en effet d'accord en tant qu'acteur d'un même secteur pour produire ces passeports numériques. Et on voit bien que ça, évidemment, c'est utile non plus seulement sur la garantie d'origine, parce que c'était un peu la première étape de ces passeports numériques, garantie d'origine,
et c'est en train de virer sur l'ensemble de l'histoire environnementale d'un produit qu'on peut donner à lire. Voilà, donc on expérimente ça, et c'est pour ça que, oui, je me permets de dire que il y a beaucoup de créativité à avoir, peut-être beaucoup d'invention, d'inventivité à partir de ce qui était une contrainte et de notre capacité à la transformer en quelque chose d'autre, une autre expérience pour le client. Et je pense que c'est vraiment un angle important aussi pour regarder ces sujets. Non mais vous imaginez quand on aura les données derrière les produits, et ça je pense que c'est tout le travail qu'on a à mener avec nos fournisseurs, et j'ai bien aimé quand tu as dit la fatigue fournisseur, c'est-à-dire que vous imaginez, nous un distributeur, on n'a pas la donnée elle est vraiment liée au fournisseur, donc on va essayer de construire des plateformes uniques pour collecter la donnée, ça c'est essentiel. Mais imaginez que quand la donnée est disponible sur un produit, en fait l'éventail des possibles est incroyable. Regardez Yuka quand il est arrivé sur le marché, c'était quand même dingue. Yuka, tout le monde a essayé de taguer les produits, etc. Yuka évolue et en fait a abordé par exemple les produits ultra transformés très récemment. Donc on voit bien que ce qu'on a à faire, la transformation qu'on a à faire, c'est à obtenir la donnée, se dire qu'elle ne doit plus être cachée, le client voudra la voir demain et aura une genre d'interface en fonction de ses besoins, que ce soit l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale, le côté santé, etc. Il aura une interface pour venir lire ces données. En tout cas, c'est vers ça qu'on va. Et je pense que tous ceux qui mettent en place des systèmes de certification, des labels, etc., ont cette question-là à se poser. Est-ce que je suis encore viable dans le futur, dans ce monde où la data, en fait, sera disponible et sera transformable juste avec un téléphone? Ça, c'est important. Et le deuxième point que j'aurais voulu ajouter, c'est que les plateformes collectives de collecte de la donnée, c'est l'avenir. Avec ce qu'on vient de dire à nous trois, on voit tous très bien qu'on ne va pas tous remplir des questionnaires différents en fonction de tous nos acteurs. Nous, on a plus de 30 000 fournisseurs, on va pas imaginer ce que tous nos concurrents ont. Donc la plateforme collective de collecte des données, c'est l'avenir. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais en tout cas, dans un salon comme celui-là de la tech, il faut quand même que ce sujet-là il soit présent. Alors je ne suis pas allé voir s'il était présent, mais ça me semble impossible de passer à côté. Et ce qui est important aussi sur ça, Bertrand, c'est la confiance. Parce que des systèmes qui sont des tiers et qui sont utilisés par différents secteurs et métiers, ça a donné la transparence et la confiance à toute cette chaîne dans laquelle on va collecter de la donnée et on va mettre à disposition une donnée pour les consommateurs qui est peut-être vérifiable ou vérifiable et qui est une donnée qui a suivi toute la chaîne et qui est certifiée. Et donc, on peut faire confiance à ce que les fournisseurs ou les distributeurs mettent dans les rayons virtuels ou des rayons physiques. Je voudrais libérer Hélène, auprès de qui je m'excuse encore pour ce problème d'agenda et le retard qu'on a eu pendant cette... C'est moi qui m'excuse, hein. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Et je vais enchaîner, je vais redemander à Bertrand. On parlait de plateforme collective, on parle de travailler ensemble. Vous êtes à l'origine, cette fois-ci au nom de Périfem, plus que de Carrefour, d'une plateforme qui s'appelle LES, que vous venez de lancer il y a une dizaine de jours, je crois, et qui justement a pour objectif encore de travailler cette donnée au-delà même de la contrainte réglementaire. Donc on est bien sur ce sujet de la contrainte réglementaire n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de travailler cette donnée pour définir nos feuilles de route RSE. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, 9 distributeurs qui se mettent d'accord pour avoir une seule plateforme qui demande une donnée climat, entreprise. Donc on n'est pas climat produit, on n'est pas sur tous les sujets, on est climat entreprise. On se met tous d'accord les distributeurs pour demander cette donnée-là à tous nos fournisseurs. Et donc plutôt que Carrefour le demande, Auchan, Leclerc, etc., on a une seule plateforme qui est la plateforme unique. Alors à quoi on a été confronté? Au début, vous imaginez, on se dit tiens, on va faire beaucoup plus. Donc pour obtenir un consensus, on a dû trouver le minimum vital. Et c'est juste un démarrage. Après, c'était très important de se dire, on doit être complètement neutre là-dedans, les distributeurs. On ne doit pas obtenir l'information de Nestlé, de pouvoir la comparer avec Danone, etc. Donc en fait, on a fait appel à une tierce partie, une autre société, qui s'appelle Open Climat. Et cette société, c'est elle qui sera en direct avec nos fournisseurs et qui va collecter la donnée. Après, on est sur la base du volontariat aujourd'hui. D'accord ? Donc chacun volontairement s'inscrit. Et puis je pense que c'est la bonne méthode pour démarrer une histoire. On démarre une aventure. Cette aventure, c'est bien sûr la collecte d'informations dont je viens de parler. C'est bien sûr aussi de se dire qu'il y a un sujet climat entre un fournisseur et un distributeur, et ce sujet serait là au cœur des discussions.
en tout cas au cœur des discussions, sans un problème technique de données, de collecte de données, mais au cœur des discussions commerciales. C'est vraiment ça le but du jeu. Et puis après, je pense que nous tous, les distributeurs, donc en tout cas au sein de la FCD, la Fédération du commerce à distribution, et de Perifem, qui est l'autre fédération, on est tous les deux d'accord pour se dire qu'on est en train d'écrire le chapitre 1 d'une grande histoire de collecte des données dans l'alimentation. Et cette histoire-là, elle doit s'écrire avec GS1, évidemment, avec l'ensemble des acteurs. J'ai bien aimé le mot écosystème. On a un écosystème à créer, mais cet écosystème, il doit aller dans le même sens. Vous parlez de la donnée produit, ça veut dire qu'on va aller progressivement vers une donnée produit très très fine. On va progressivement, là pour l'instant on a une donnée entreprise, on sait que la donnée produit est complexe, la donnée produit est parfois confidentielle, donc on se dit comment on va réussir à trouver le consensus entre la volonté d'une donnée produit et la volonté d'une donnée entreprise. Et je pense que le point d'orgue, c'est bien le client. Qu'est-ce que le client va décider? Est-ce que le client a besoin d'une donnée par produit? Est-ce que lui va choisir un produit bio plutôt qu'un autre produit juste pour le carbone? D'accord? Ça, c'est toutes les questions qui sont devant nous. Mais en tout cas, le chemin est ouvert et maintenant on a à écrire l'histoire. Laura, j'aimerais vous entendre aussi sur ce travail de la donnée, cette finesse de la donnée que vous aussi vous recherchez. Je ne vous ai pas assez entendu parce qu'on a laissé la priorité à Hélène avant son départ. Vous aussi, pour vous, ce n'est pas une question de réglementation. C'est de toute façon, l'essentiel, c'est d'aller au-delà parce que c'est essentiel. Expliquez-nous pourquoi. Aujourd'hui, la donnée, elle est vraiment au cœur de toutes les activités qu'on fait. La donnée, elle a toujours existé. Et cette donnée, ce qu'on voit ou l'évolution que j'aimerais mettre sur la réflexion, c'est surtout comment on parle un même langage. Donc même à l'intérieur d'une entreprise, qu'on va regarder par marque, par produit, on a pu avoir une interprétation de la donnée ou une utilisation de la donnée ou un référentiel qui pouvait être différent. Aujourd'hui, avec la tech, et ce qu'on va venir animer, c'est comment on va stocker cette donnée, comment on va la mettre en conformité, comment nous, à l'intérieur de notre propre produit, les ingrédients, on peut parler entre marques et comment on peut parler entre marchés. Donc il y a d'abord tout un travail qui est propre à chacun d'entre nous à l'interne, d'unification de la data, de la mise en conformité et de la mise en qualité de cette data pour pouvoir l'exploiter à l'interne, mais aussi pouvoir la communiquer, comme on vient de dire, sur les différentes réglementations qui vont venir nous impacter, soit par les reportings extra-financiers, soit par les reportings de déforestation, etc. Mais à la fin, pour nous, ce qui est important, on a créé 15 plateformes de data standards pour les groupes et chaque plateforme, elle va venir toucher notre base consommateur, nos bases produits, notre base usine, etc. Et ce qui est important, c'est que toutes les unités Nestlé, on peut parler le même langage et utiliser la data qui est une data conforme et une data de qualité. Non, je voulais juste rebondir sur le point. Ce que je trouve très intelligent dans le moment dans lequel on est, c'est que les sujets sont tellement importants, c'est qu'on se met à une maille écosystème et on se dit ensemble de s'exprimer, de se faire des demandes dans le même langage. Là, on se comprend tous parce qu'on a tous appris la grammaire française. Et ça tombe très bien, et tu fais aussi l'effort, Laura, de nous parler en français. Ça tombe très bien. Et ce qui est aussi important dans les données environnementales, c'est un cran plus loin que les données produits, c'est que ça nous engage aussi dans des trajectoires. Nous avons tous une responsabilité collective, et là je parle au nom des entreprises, de décarboner nos activités. Et le carbone, on le sait tous, n'est qu'une face du problème. Et là, on part dans des logiques de trajectoire. Donc, quelles que soient les méthodes de calcul, et GS1 n'a pas d'avis sur les méthodes de calcul. Par contre, quand on se partage de la donnée entre partenaires, il faut être capable d'avoir de la confiance en elle, d'avoir la capacité à la collecter automatiquement, parce que, en effet, tout ça aussi, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc le sujet que l'on a derrière ce langage commun, c'est la capacité à faire les choses en toute automatisation, au travers de plateformes, avec une logique d'inclusion, de parler avec ses fournisseurs, mais les fournisseurs des fournisseurs. Donc on a toute cette profondeur dans l'upstream, notamment, qu'il va falloir qu'on définisse au travers de ces référentiels, communs, parce que c'est un vrai sujet d'échelle. Donc le sujet du langage commun, c'est un défi à l'échelle que de se comprendre sur toutes ces chaînes de plus en plus complexes. Donc travailler la donnée individuelle avec ou sans réglementation, c'est un objectif que la réglementation accompagne, mais c'est pas elle qui décide en fait de la trajectoire de l'entreprise. Et travailler le langage commun, parce que sinon, ces efforts ne servent, enfin, si on ne se comprend pas et si on ne communique pas, les efforts, c'est ce que disait Bertrand, ne servent
à rien, il n'y a pas d'avancée. Laura, je crois que vous êtes aussi une grande partisane de ce travail en commun qui pour vous est nécessaire. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas travailler toute seule et qu'il faut fédérer autour pour des raisons qu'Hélène elle a pu aussi évoquer. Nous, on va aller avoir un fournisseur, c'est un fournisseur de Nestlé, de Danone et des autres entreprises. Comment on facilite aussi pour nos agriculteurs aujourd'hui cette collecte des données d'une façon qui soit standard et qu'ils puissent travailler avec tous les différents acteurs. Ce qui est aussi très important, c'est s'appuyer sur des tiers par rapport à ce que j'ai dit, qui est comment on s'assure que c'est validé, que c'est sécurisé, que c'est une data qui est transparente, mais on ne la fait pas en isolation, on se met ensemble autour d'une table et elle est conforme. Et pour tous les acteurs, quand on la transmet, elle va être validée et certifiée. Bertrand, vous avez déjà beaucoup parlé sur la nécessité du langage commun. Vous avez des choses à ajouter? Non, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut vraiment voir alors, ces réglementations et cette pression du consommateur, etc., et la confiance dont a besoin le consommateur dans la donnée, comme un champ d'opportunité incroyable. Moi, aujourd'hui, ce que je vois sur le marché, ce que nous, on reçoit chez Carrefour, on n'est pas sur d'innovation dingue. Hein, que ce soit en termes d'acquisition, de lecture de la donnée, on n'y est pas encore. Hein, c'est vrai qu'en effet, le UDR, ces réglementations, elles ont agité un peu le domaine de l'innovation, des écosystèmes. Je ne sais pas si Laura, toi, t'en vois plus, mais il y a un écosystème qui s'est mis un peu en mouvement pour nous fournir à nous des outils, etc. Mais c'est pas encore massif, hein, à la hauteur de l'enjeu. Hein, l'enjeu est bien le consommateur de demain, hein, qui aura un téléphone qui aura toute l'information sur le produit. Hein, et ça, c'est un enjeu qui est massif. Et il doit être sûr, et je rejoins Laura à 100%, il doit être sûr que cette donnée, elle est réelle et elle est dynamique. Elle change, hein, entre un paquet de chips un jour 1 et un paquet de chips un jour 2, c'est pas la même pomme de terre, elle vient pas du même champ, hein, et ça c'est devant nous. Et vous me disiez aussi qu'il fallait absolument unifier parce que le consommateur ne pouvait pas se permettre de se perdre dans 55 labels, 12 données différentes, 15 standards et qu'il fallait donc tous travailler sur les mêmes bases, c'est ça? Je rejoins la grammaire commune. Hein, il faut qu'on ait une grammaire, une lecture commune à tous, hein, et qui fasse qu'on ne soit pas en train de noyer le consommateur, ça c'est sûr, mais on lui donne la donnée pertinente au moment où lui en a besoin. Et et je dirais même, là je vais être plus commerçant, au moment où lui ça lui apporte de la valeur. Par exemple, si une pomme de terre qui vient de France lui donne de la valeur, on doit réussir à lui donner. Si on sait lui dire que la pomme de terre elle vient de France, du Nord-Pas-de-Calais, de tel champ, ça crée de la valeur. Et nous, notre métier, c'est quand même de créer de la valeur. Hein, donc si en plus on a une donnée qui va créer de la valeur pour le produit et pour le consommateur, eh ben, c'est bénéfique pour tous. Cédric, vous disiez que chez vous, on se réunissait ensemble pour travailler et comprendre ce qui n'était pas forcément compréhensible au début et que ce travail commun était nécessaire. Est-ce qu'on peut en parler? C'est nécessaire. Enfin, GS1, si je dois le résumer, c'est régler à plusieurs des problèmes qu'on ne peut pas régler seul. Donc c'est par nature, par définition, et on le fait depuis 50 ans dans les supply chains, la capacité à créer ces langages communs pour que, aussi, quelle que soit sa solution de technologie, cette grammaire-là puisse couler, je dirais, d'une solution A à une solution B. Donc le mot barbare, c'est l'interopérabilité, mais s'il n'y a pas cette même façon de nommer les choses, alors on n'arrivera pas à se parler sur l'ensemble de ces chaînes. Et Bertrand me donnait une idée en l'écoutant, c'est qu'on est au début de cela, et c'est vrai que le commerce vit sa révolution de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Évidemment que le retail sera aux premières loges de tout ça, et on a déjà le symbole de ça, il s'appelle le QR code augmenté GS1, on a déjà eu l'occasion de le présenter, et j'ai ici deux très très grands représentants de ça, c'est que nous sommes la génération qui allons changer ce code barre qui a 50 ans, scanné 10 milliards de fois tous les jours dans le monde, et qui va migrer directement, progressivement vers ce QR code augmenté GS1. Ça va nous prendre des années, et le QR code, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le lien entre le produit et le consommateur avec un smartphone. Donc on va connecter le produit à des sources Internet, dirigées, gérées par les marques, et le symbole, il existe déjà, et c'est lui qui portera notamment ces données. Ce sera lui qui sera certainement à l'œuvre dans le cadre du Digital Product Passport. Donc on a déjà beaucoup de tech. Ce qu'on n'a pas, c'est cette capacité à tout faire ensemble, et d'avoir le désir de travailler ensemble pour co-construire ces standards de demain de l'économie circulaire. Donc c'est notre mission à nous, et on vous pour faire ça à l'échelle.
On a 1 minute 42, vous êtes 3. Pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez des conseils à donner ou plus humblement des bonnes pratiques à partager pour ceux qui justement sont en train de travailler sur l'appréhension de ces réglementations et plus largement de la poursuite de leur objectif RSE avec cette traçabilité? Si je peux commencer, c'est surtout avancer rapidement. Parce qu'il ne faut pas attendre que la loi elle arrive ou que les décrets arrivent. Il faut être prêt pour se mettre à l'avance, travailler sur la qualité des baux de données, comment on va les stocker, comment on les met en conformité, comment on met en place de nouveaux rôles dans nos entreprises sur les data stewardship. C'est lui qui est les propriétaires, pas la data, mais de la qualité de la data, et ce que cette data indique pour pouvoir l'utiliser, extraire la valeur. Et surtout, travaillez pas toute seule. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir les faire avec les autres acteurs, autant pour la partie RSE, les reporting, etc., mais aussi dans la partie de la chaîne qui est les agriculteurs, les sources des ingrédients et des produits, parce que c'est un enjeu majeur et on ne peut pas les faire toute seule. Non, entièrement d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter. Juste, je voudrais dire que sur ton premier point, avancer devant la réglementation, évidemment. Hein, écouter le consommateur, écouter sa demande actuelle, sa demande future. Je prends juste un exemple que tu évoquais sur le QR code augmenté. Bien sûr que le consommateur de demain demandera de connaître la date limite de consommation dans le QR code. Donc adapté à chaque produit, évidemment. Évidemment que nous, le distributeur, on aura besoin avec ce QR code de voir la date limite pour savoir quand on enlève le produit du rayon. Hein, donc évidemment que tout ça, c'est devant nous. Hein, donc, et ne pas se baser, dès qu'on se base, et là je te rejoins Laura, dès qu'on se base sur la réglementation pour développer une technologie, on arrive en retard, on est complètement en retard, on est déjà quasiment passé à autre chose, le consommateur est complètement quelquefois absent de la discussion, et donc moi j'encouragerais plutôt tout le monde à voyer le consommateur, essayer de viser celui qui sera dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est ça qui va tirer un peu le domaine de la data vers le haut et de la tech. Et parce qu'on a dépassé le temps, moi j'ai juste un mot. Venez chez GS1. Vous avez créé GS1 il y a 50 ans pour créer vos standards de la supply chain et de l'économie linéaire à l'époque. Donc venez chez GS1, créer vos standards de ce commerce plus durable. Et avec l'équipe, on sera ravis de vous accueillir au sein des communautés déforestation, DPP ou encore CSRD. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser les intervenants redescendre sur scène. Je vais laisser les va-et-vient se faire dans la salle. Le temps de vous annoncer la prochaine intervention, si le speaker est bien là.